Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Claude Malhuret. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes sénateur Horizon de l'Allier, vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat, vous êtes ancien ministre, vous êtes médecin et vous avez été copieusement applaudi lundi à Versailles, surtout les bancs du Parlement réunis en congrès pour faire entrer l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une nouvelle fois, Claude Malhuret, vous avez trouvé les mots justes et saisi votre auditoire avec un discours qui a, je crois, et on va en parler tous les deux, marqué les esprits. Pour ceux qui l'auraient raté, je voudrais qu'on regarde cet extrait de votre discours. C'était restera comme un des grands moments de cette journée. Vous revenez sur une histoire qui vous est arrivée en tant que médecin. Vous voyez arriver une jeune fille qui a, au fond, accouché clandestinement. On écoute. Je revois encore cette adolescente, redoublant de pleurs, ressortir accablée entre ses deux gardes. Je repense souvent à elle et à ses yeux d'animal traqué, et moi me demandant combien d'années de prison pour un infanticide et surtout combien d'années de culpabilité, peut-être toute une vie, pour avoir tué son enfant. Des histoires comme celle-là, je pourrais vous en raconter d'autres si nous en avions le temps. Des avortements clandestins qui se terminent mal, des condamnations, des stérilités définitives. Chez nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent plus. Depuis la loi Veil. Ça vous fait quoi de vous revoir, là ? Dans ce moment-là, cette histoire-là qui est très personnelle, que vous avez choisi de raconter pour la première fois? Ce que je revois surtout, et ce que je revois, je ne dirais pas souvent, mais assez souvent, c'est le visage de cette jeune femme. C'est la scène, parce que là, je raconte la scène et effectivement, j'ai l'impression d'avoir ému beaucoup de parlementaires. Mais moi, je la revois, la scène, je la revois en vrai. Et c'est un souvenir dur, difficile. Ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu expliquer, c'est comment, dans tous les pays où l'avortement est interdit et puni, largement puni, on arrive à des situations épouvantables, et peut-être l'une des plus épouvantables, c'est celle-là. Plus épouvantable encore, c'est le nombre de femmes qui continuent de mourir de l'avortement. Vous dites d'ailleurs d'autres histoires comme ça, j'en ai des tas, oui? Et vous savez, tous les médecins qui ont pratiqué avant 1974, c'est-à-dire avant la loi Veil, c'est 50 ans, ils ont les mêmes histoires. D'ailleurs, il y a eu des films là-dessus à l'époque, le journal d'un homme en blanc, je crois que ça s'appelait comme ça, au moment où les faiseuses d'anges, comme on disait, pratiquaient ces avortements clandestins et des femmes qui mouraient. Pourquoi vous avez voulu la raconter? Pourquoi vous vous êtes dit, ce jour-là, je dois la raconter? Parce que la question qui se posait, c'était pas la liberté de l'avortement, puisque la loi Veil la consacrait. C'était est-ce qu'il faut la mettre dans la Constitution? Et il y avait deux questions. Si on la met dans la Constitution, c'est pour la protéger. Donc c'est parce qu'elle est menacée. On m'aurait posé la question il y a 5 ans, j'aurais dit ça ne sert à rien. Elle n'est pas menacée, elle est menacée nulle part. Et puis depuis, elle est menacée aux États-Unis, elle est même interdite aux États-Unis dans 14 États. Des pays européens sont en train ou ont déjà interdite. Et par conséquent, même en France où on se dit qu'il n'y a aucun problème, eh ben, il faut commencer à y penser. Et donc, de ce point de vue-là, le problème c'était un vote. Il fallait Vous n'avez pas eu d'état d'âme sur ce vote? J'ai eu des états d'âme parce que je suis d'accord avec le président du Sénat lorsqu'il dit la Constitution, ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Il a raison. Mais à partir du moment où l'un de ces droits risque d'être particulièrement menacé, il est possible aussi de faire des exceptions. Donc c'était un vrai sujet. Le vote n'était pas acquis. Rappelez-vous, il y a 6 mois, on disait Bien que sûr. le Sénat va le voter. Et ce qui est intéressant, Claude Malhuret, le vote n'était pas acquis. Et aujourd'hui, ça se termine avec 780 votes en faveur de cette mesure, 72 contre, 50 abstentions, avec 38 sénateurs républicains qui ont voté contre. Ils n'ont pas été sensibles à ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, à cette jeune génération, aux femmes, aux sœurs, aux tantes, à toutes ces femmes qui ont fait d'une certaine manière pression sur ces sénateurs en disant mais ouvrez les yeux et votez pour. Bien sûr, on peut se dire ça. Il y a des motifs philosophiques, il y a des motifs religieux et par conséquent, il y a des gens qui ne transigeront pas là-dessus. Mais en même temps, on peut se dire c'est formidable. Qu'est-ce qui est formidable? Si on avait été en Union soviétique ou dans un pays totalitaire, il y aurait eu 100% de votants. Donc il ne fallait pas non plus qu'il y ait 100% de votants. On est dans un pays où même, comme vous dites, sous la pression, et même peut-être s'ils se trompent,
Oui. On a le droit de s'opposer, on a le droit de voter contre. On ne force pas les gens, et donc de ce point de vue-là, je veux retenir le côté positif. Et c'est une notion qui est très importante pour vous, la liberté. On va entendre dans un instant un discours que vous aviez fait aussi au moment du Covid. Je voudrais avoir votre réaction sur ces affiches qu'on a vues ces derniers jours de certains responsables politiques, notamment de la France Insoumise, qui se sont affichés aux côtés de Simone Veil, comme Mathilde Panot, disant on l'a fait, elle, vous voyez un hommage, c'est ce qu'a dit la France Insoumise. Certains ont été choqués. Est-ce que vous, cette image vous choque ? Elle me choque. Je préfère en rire, je préfère en sourire. D'accord. Parce que ça voulait dire aussi, Madame Panot se compare à Simone Veil. Ouais. Ça, c'est drôle. On l'a fait. Quand on l'a fait, l'événement historique, c'était pas lundi, c'était en novembre 1974, quand Simone Veil, soutenue par Giscard d'Estaing, président à l'époque, a subi les injures, a subi les insultes, a eu le courage de faire voter cette loi. C'est ça le moment historique. Comparé aujourd'hui à un vote qui était important et tout, et dont Mathilde Panot n'est qu'une des participantes, en profiter pour faire une affiche, une photo en face de Simone Veil, se comparant à Simone Veil, je préfère en rire. C'est fait, c'est dit. Claude Maluret, vous êtes quelqu'un de très discret. Oui, hein, plutôt discret. Oui, je ne cherche pas les... Comment est-ce que vous vivez le fait que chacune quasiment de vos interventions à la tribune suscite autant de réactions? Vous n'êtes pas un homme de buzz, hein, je rassure les gens qui nous regardent. Vous soignez énormément vos discours. Et il y a même des jeunes qui ont voulu lancer une page de fans sur Facebook, etc. Comment est-ce que vous l'interprétez, le succès, la résonance qu'ont chacun de vos discours? Écoutez, j'ai du mal à l'interpréter parce que ça me surprend moi-même. C'est vrai? C'est pas de la coquetterie de dire ça? Non, je veux dire, ça me surprend moi-même parce que j'ai l'impression, et d'ailleurs en racontant une histoire comme ça, j'ai l'impression de dire des choses naturelles. C'est une histoire naturelle que j'ai racontée. Dans les autres interventions, pour moi, c'est un peu du bon sens. Et donc, votre discours Covid, pour les gens qui nous regardent, a été vu 1 million de fois. Hein. Oui, et celui-là est déjà plus d'ailleurs. Voilà. Et c'est une sorte de paradoxe parce que ce que vous savez sans doute, c'est que je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Mais non, pas du tout. Vous ne trouvez pas sur les réseaux sociaux. Je pense, enfin, oui. Vous avez un compte, mais vous ne postez pas. Voilà. Mais je suis d'accord avec Obama qui disait il y a un an dans une interview, les réseaux sociaux sont devenus la principale menace contre nos démocraties. Les réseaux sociaux, il y a des tas d'avantages, et puis il y a des tas d'abonnés, bien entendu, mais en même temps, il y a une dégradation du débat public, un affrontement généralisé, un buzz, comme vous disiez. Et par conséquent, je pense que là-dessus, la régulation des réseaux sociaux, l'autorégulation, la modération d'un côté et la régulation par les autorités, est insuffisante et dégrade le débat public. C'est ce que vous essayez de faire avec vos discours, c'est-à-dire en les travaillant, en ayant le sens de la formule. Encore une fois, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne lisent pas encore le Maluret dans le texte, il y a tout un tas de formules que vous avez, notamment sur Mélenchon. Vous dites c'est comme le leader minimo de la France à Cuba. Vous parlez d'Olivier Faure en disant c'est le petit chien en plastique sur la plage arrière qui dit oui pendant tout le voyage. Vous vous amusez. La NUPES, là. Oui, vous vous amusez avec l'écriture et vous voulez remettre le discours politique là où il devrait être, sans être... C'est-à-dire, je constate évidemment que si vous voulez vous faire entendre aujourd'hui, dans un monde de buzz, il faut faire du buzz. Mais j'essaye de le faire avec des formules qui peuvent être ironiques, mais qui ne sont pas des injures, qui ne sont pas des insultes, qui ne sont pas comme... Et même en faisant ça, je suis comme beaucoup d'autres, mais je reçois moi-même un nombre incalculable, non seulement d'insultes, mais au moment du Covid, de menaces de mort. Ah bon ? Comme tous ceux qui ont défendu la vaccination, des menaces de mort. Alors, j'avais parlé un jour d'une manifestation où les manifestants défilaient un peu dans tous les sens, comme des canards décapités. Oui. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de réponses que j'ai eues en disant « tu vas voir qui est-ce qui va être décapité ouais. ». Donc, ça vous fait encore sourire, là oui, parce que ça fait tellement longtemps... Et là, sur l'IVG, vous n'avez pas de menaces, il n'y a pas eu de commentaires désobligeants? Non, enfin, il y a quelques-uns de l'époque qui rappellent, des anti-vax, qui n'ont pas supporté ce que je disais à leur sujet, et qui ressortent les choses de l'époque. Mais non, là, c'est la première fois, effectivement, qu'il y a une vraie unanimité
l'unanimité. Justement, dans un instant, avec les experts de C'est dans l'air, nous allons revenir sur le Super Tuesday, sur le succès phénoménal de Donald Trump. Il est cet homme du buzz, de l'outrance, des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une inquiétude justement à la veille des élections européennes et puis des prochaines échéances électorales? C'était exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'était exactement ce que disait Obama. L'arrivée de Trump, l'élection de Trump la dernière fois et son haut niveau aujourd'hui dans les sondages, ça montre bien que les réseaux sociaux sont aujourd'hui une vraie menace sur les démocraties. Je ne dis pas qu'il faut les interdire, mais il faut qu'on apprenne à vivre avec et parfois prendre la parole comme vous l'avez fait. Une dernière question rapide. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce discours? Alors c'est marrant parce que quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps. D'habitude, je mets pas mal de temps à écrire parce que c'est des discours très écrits, très structurés. Et souvent, je réfléchis des jours et puis j'écris quand même, il faut plusieurs heures. Et celui-là, pour la première fois, je l'ai fait sans doute à peu près en 1 heure, parce que l'histoire était tellement... Je la connais tellement, elle me hante depuis tellement longtemps que j'ai eu aucune difficulté à l'écrire. Et après, écrire pourquoi il fallait le voter, ça m'a pris un peu plus. En tout cas, un discours très applaudi. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent à aller retrouver les discours que vous avez pu faire aussi sur le Covid. Vous en parliez à l'instant, ou celui devant le Parlement réuni en congrès. J'imagine que ça vous a touché d'être applaudi par tous les bancs de l'Assemblée, de l'extrême droite, on peut le dire ainsi, jusqu'à l'extrême gauche. Et oui, et d'autant plus que je vais vous dire, il y avait un tel silence dans la salle, un tel silence, il y avait 1000 personnes. Ouais. À un moment, je me suis dit, mais je suis hors du sujet. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, et c'était le contraire. C'était le contraire. Et ils étaient là à vos côtés. Merci beaucoup, Claude Malhuret, d'être venu nous raconter ce qui restera sans doute un moment de l'histoire politique. Merci encore. Et puis, comme je le disais, une page spéciale aujourd'hui. Nous allons revenir longuement sur ce Super Tuesday et le retour en force de Donald Trump. Nous nous interrogeons ce soir cette Amérique qui a décidé, on pourrait le dire ainsi, d'y retourner et qui souhaite de nouveau une victoire de Donald Trump. À tout de suite.